Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici avec nous ce matin. On est là pour parler d'IA, on est là pour parler des relations au travail. Pour me présenter, je m'appelle Guillaume Dupont, je suis le dirigeant de Louis Dupont Transition, qui est une entreprise de management de transition, le leader de l'innovation sociale, un acteur important en France et en Europe sur l'apport de solutions dans des contextes de crise, de transformation. Nous accompagnons des clients qui sont des ETI, des grands groupes, mais également des PME, sur de l'humain, dans des contextes d'urgence. L'IA vient bouleverser effectivement des modèles, et dans notre position, nous avons un rôle d'observatoire. Et donc, c'était naturel pour nous d'être là ce matin avec vous pour justement échanger et prendre de l'information également sur la manière dont on peut agir vis-à-vis de nos clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons rejoint l'Institut Europia au bureau des experts pour apporter aussi un regard sur le prisme RH autour des enjeux de l'IA et sur le futur du travail. Dominique, je te laisse peut-être nous parler de cette table ronde. Merci Guillaume. Vous m'entendez? C'est bon. Merci Guillaume, bienvenue Michel Sisto, bienvenue Guillaume Sanchez. Moi j'ai exercé le métier de DRH pendant 30 ans, où je gérais les transformations, des crises dans plein de secteurs d'activité, avec toujours cette idée qu'il fallait rendre les collaborateurs agiles et acteurs de leur vie professionnelle, parce qu'il allait se passer plein de choses dans leur vie professionnelle. Des hauts, des bas avec une carrière, c'est comme la vie tout court. C'est compliqué et en même temps rempli de moments d'épanouissement et de progrès. En rejoignant un cabinet de management de transition comme Louis Dupont, finalement, j'ai réalisé à quel point nous avions entre nos mains un accélérateur d'agilité. Puisque quand on embauche un collaborateur, souvent on prend du temps, on a 10 critères, on a des problématiques d'inclusion, de diversité qu'on verra pendant toute cette conférence. Et puis on trouve des collaborateurs qui sont toujours les mêmes, qui correspondent à ce qu'on a déjà connu. Quand on fait appel à un cabinet de management de transition, on règle un problème. Donc on gère des ronds, c'est beaucoup plus malléable. J'ai un problème, je le règle. J'ai plus de sujet de genre, j'ai plus de sujet d'âge. Je veux une expertise qui va me régler mon problème, ce qui change tout. Donc en fait, on a un accélérateur dans les mains et on a l'agilité entre les mains. Et le lien est immédiat avec l'intelligence artificielle, qui est un accélérateur des process industriels, mais aussi des questionnements qu'on va avoir sur quel est l'impact que ça aura à la fois sur l'emploi, mais quels sont aussi les impacts que ça aura sur cette agilité. Est-ce que ça va être un contributeur de l'inclusion et de la diversité? Ou est-ce que ça va être un frein? Est-ce que ça va être une opportunité pour les collaborateurs de revisiter leur carrière sur le long terme? Ou au contraire, est-ce que ça va être un risque de perdre son emploi? Il n'y a pas de réponse aujourd'hui, mais ce qu'on a voulu faire à travers cette conférence, eh bien, c'est de pouvoir éclairer, discuter, débattre et engager ce sujet en mettant en perspective l'enjeu des compétences et des seniors, de la seniorité. Ça démarre à 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus vieux que moi, qu'en est 40 depuis 1970. Et donc, le sujet de la seniorité, c'est le sujet de ces expertises. C'était donc une évidence de faire une conférence et c'était une évidence d'être au Festival international de l'IA à Cannes. Et ce qu'on a voulu à travers cette conférence, c'est à la fois avoir l'expertise de la pédagogie, de la recherche, et c'est Michel Sisto qui l'incarne et qui va l'incarner auprès de nous, et en même temps d'avoir l'expertise de l'IA en tant que technologie, en tant que solution au service des entreprises pour à la fois s'accaparer leur process industriel et à la fois monter en compétence les collaborateurs. Et c'est Guillaume Sanchez qui l'incarne, et un grand merci à tous les deux d'être là avec nous pour pouvoir éclairer, et j'espère aussi vous enthousiasmer pendant cette heure. On aura l'occasion à la fin, et vous resterez si vous voulez bien, à 10h15. On remettra aussi des trophées. On en reparlera tout à l'heure avec des startups lauréates sur le sujet de l'IA et le senior, mais je laisse le teasing fonctionner. Merci Dominique. On va aborder en tout cas cette table ronde avec le premier thème qui est l'impact de l'IA sur les organisations. Guillaume, je m'adresse à toi. Quels principaux changements l'IA a introduits dans les processus organisationnels selon toi? Alors bonjour, merci d'être ici, merci de m'avoir invité également à cette table ronde. Je me présente, je m'appelle Guillaume Sanchez,
44 ans, marié, 2 enfants. Je suis très content. J'adore l'IA, j'adore ce qui se passe aujourd'hui. Je suis président d'une filiale qui s'appelle Market Academy, qui est dans un groupe aujourd'hui qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans 17 pays avec 40 autres filiales. Voilà, et je m'occupe vraiment de la division intelligence artificielle. Notre métier, c'est d'implémenter de l'IA dans les entreprises sans les bouleverser. Voilà, donc aujourd'hui, l'impact qu'on peut avoir pour répondre à la question sur les changements liés aux entreprises, c'est que l'IA arrive fort, elle crée des inquiétudes, elle crée des attentes également, et elle crée également des opportunités de pouvoir faire évoluer les choses. Pour pouvoir faire ça, il faut que les entreprises mettent en place donc, de la formation des collaborateurs, mettre en place une charte éthique afin de vérifier qu'il n'y ait pas de dérive d'IA. D'ailleurs, il y a des nouveaux métiers qui se créent, un petit peu comme les data scientists à un moment donné avec l'IA, ou les évangélistes de l'IA. Et aujourd'hui, on peut trouver des métiers aujourd'hui de personnes qui vont être responsables de garantir l'éthique de l'IA, comment elle va être utilisée dans les entreprises. C'est un petit peu comme à l'arrivée de l'ère de l'informatique, l'IA va forcément augmenter des gens, remplacer des processus, elle va venir s'imbriquer dans les métiers de tous les jours et on va changer notre façon de travailler. Un peu comme avec l'arrivée de l'informatique, elle va créer suffisamment de croissance pour pallier éventuellement peut-être aux pertes d'emploi qu'il pourrait y avoir comme à l'arrivée de l'informatique à l'époque. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer proprement au niveau de la direction de l'entreprise, avec des chartes d'éthique, de qualité, d'entraînement, des processus de la documentation, de l'audit externe, de la transparence vis-à-vis des collaborateurs et des clients, et des gouvernements, ça dépend à qui on s'adresse, et ensuite de la formation en interne et de l'accompagnement des nouveaux métiers au fur et à mesure, parce qu'on a un capital humain dans l'entreprise qu'il faut garder, et ce capital, l'IA va permettre de l'augmenter. Voilà pour la réponse. Merci Guillaume. Michel, je m'adresse à vous. Comment l'IA modifie le comportement des individus, des jeunes et des moins jeunes ? Merci, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, moi, c'est Michel Sisto, je suis professeur à EDHEC Business School. Nous sommes implantés à Nice, Paris et aussi à Lille. Et je suis aussi la directrice du tout nouveau centre IA à l'EDHEC, avec pour mission d'intégrer l'IA au sein de toutes nos formations et de faire la recherche autour des thèmes de comment est-ce que l'IA est en train de transformer les métiers. Donc, comment est-ce que ça change le comportement des personnes jeunes et moins jeunes? Donc, je vais aborder ça par 2 directions. Donc, c'est des études qui ont été faites tous les 6 mois depuis la sortie de ChatGPT, de l'utilisation d'IA auprès des étudiants et des facultés, donc dans le monde académique. Donc, dans cette étude, on voit la classique courbe d'adoption des innovations technologiques avec les innovateurs, les premières adeptes et puis la majorité précoce. Les étudiants, 6 mois après la sortie de ChatGPT, ils étaient déjà à 47% qui faisaient une utilisation régulière de ce nouveau outil. Les professeurs, aux mêmes époques, étaient à 7%. Donc, dès le départ, un gros écart. Je pense que ça doit être assez similaire auprès des entreprises. Avec le temps, heureusement, on a commencé à rattraper le retard avec l'étude la plus récente de Digital Education Council au niveau mondial, 52 institutions, et 28 pays. Dans les étudiants en higher education, ils sont à 86% qui utilisent le IA et les Large Language Models de manière régulière. Un quart, c'est plus que quotidiennement, donc plusieurs fois par jour. Donc vraiment une adoption très, très, très profonde, essentiellement pour la recherche des informations, la création des textes, la traduction, l'écriture et le codage. Les professeurs, on rattrape, on est à 61%. Mais entre les deux populations, il y a moins de 20% qui se considèrent comme des utilisatrices compétents et informés. Donc, comme vous disiez, il y a un vrai besoin de formation. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour augmenter nos capacités de pensée critique et pas pour les déléguer. Du côté de l'entreprise, il y a une étude qui vient de sortir par Anthropic. Donc, Anthropic, c'est une compagnie qui a créé Claude, qui est une solution LLM similaire à ChatGPT, à Gemini. Et c'est la première étude que moi je vois qu'au lieu de prédire quel sera l'impact de l'IA sur les métiers, ils ont regardé des millions de conversations qui ont eu lieu vraiment sur leur plateforme Claude. Ils ont mappé ça aux compétences. Et ils ont vu que le plus gros type de compétences qui est utilisé, c'est justement les compétences à fort impact cognitif. Donc, des développeurs, des écrivains, des personnes qui font de l'analyse. Donc, ça impacte vraiment les métiers qui étaient dans les vagues précédentes, les dernières à être impactés. Ce qui est intéressant et rassurant quelque part, c'est qu'il n'y a qu'un tiers
des métiers où il y a 25% de ce qu'ils font qui peuvent être augmentés, voire automatisés par l'IA. Donc, on n'est pas du tout dans la perte de travail, de leur remplacement total, mais beaucoup plus dans l'augmentation. Il n'y avait que 4% des métiers où ils ont mappé qui pouvaient remplacer ou voire utiliser IA pour 75% ou 3/4 de leur travail. Donc, je pense que c'est un message important que l'utilisation réelle est bien moins de ce qu'on lit dans certaines reports sur the future of work, du niveau de remplacement ou déplacement économique. Merci beaucoup, Michel. On reviendra sur le sujet un peu plus tard, justement, sur les perspectives, notamment en termes d'emploi. La deuxième question, le deuxième thème qu'on voulait aborder avec vous, c'est le thème de l'inclusion et de la diversité. D'abord parce qu'il y a les 17 goals de l'ONU qui amènent les entreprises du monde à se préoccuper de 17 enjeux RSE forts à horizon 2030, et qu'en France en particulier, on aime bien les lois. Et on en a plusieurs, notamment sur la promotion des femmes d'ici 2030, ou encore la problématique des seniors. Donc le sujet de l'inclusion et de la diversité et de l'IA est un vrai sujet sur comment les deux se réunissent. Donc ma première question vient vers toi, Guillaume Dupont. Les algorithmes, même on le voit dans les métiers du management de transition et de l'identification des compétences, les algorithmes peuvent-ils renforcer ou affaiblir la diversité en entreprise, de ton point de vue ? Alors, les algorithmes, effectivement, on le voit depuis de nombreuses années maintenant. Les grands groupes, d'abord, ont commencé à développer des solutions pour traiter des massifications, en tout cas, de candidatures. Et donc, ça a été basé sur des modèles souvent historiques, avec un traitement des données basé sur des habitudes, sur des critères qui sont développés quand même par des humains. Et donc on peut se poser la question de est-ce que finalement ces algorithmes maintiennent ou non un biais sur la discrimination, sur justement l'inclusion et la diversité. On peut imaginer que justement c'est plus neutre et donc c'est plutôt positif. Sauf que, comme je le disais, ça a été créé par des humains et les critères qui ont été posés peuvent interroger. Donc moi je crois beaucoup justement à un modèle qui est hybride, c'est-à-dire que oui, traiter des candidatures grâce à des modèles algorithmiques sont performants et vont permettre de gagner de la performance, mais il peut y avoir en tout cas derrière une évaluation par l'humain du profil du candidat pour aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, si je fais le parallèle avec notre activité chez Louis Dupont, entreprise de management de transition, on est dans un modèle où il faut aller chercher de l'urgence, de la réactivité, et donc on a très peu de temps pour trouver la bonne solution. Donc on utilise nous-mêmes des modèles d'IA pour trouver les bons candidats, basés sur des critères de compétences, mais l'humain, et en l'occurrence nos équipes, interviennent toujours pour aller chercher les bonnes candidatures, les évaluer et permettre en tout cas de proposer à nos clients les meilleures solutions. Il se trouve que dans 95% des cas, nous proposons des managers de transition qui ont plus de 50 ans. Donc notre modèle est complètement en dehors des enjeux d'inclusion, de diversité, et ce qui apporte justement beaucoup d'agilité et je crois un aspect assez novateur centré sur la compétence, sur l'expérience, sur l'apport de solutions. Merci Guillaume. Guillaume, oui. Ce qui est intéressant évidemment avec les expertises dont tu disposes aussi dans l'entreprise, c'est comment s'assurer que les biais humains justement, ne soient pas reproduits ou amplifiés par les outils d'intelligence artificielle? Alors c'est très intéressant. Vous savez qu'il y a plusieurs modèles d'apprentissage, l'apprentissage surveillé ou le non surveillé et le deep learning grosso modo. Donc le non surveillé, je lui donne un dictionnaire, elle apprend. Un chat, voilà la photo d'un chat, voilà la photo d'un chat. Avec la surveillance, on lui donne des informations, on lui dit tu t'es trompé et compagnie. Et le deep learning permet de faire un apprentissage profond. On va louer un réseau de neurones artificiels chez Amazon, Google, Azure, comme on achèterait un morceau de cerveau, et les données vont s'entraîner. C'est là où il peut y avoir des difficultés. Aujourd'hui, on peut entraîner ou fine-tuner, donc orienter un petit peu l'IA sur nos données. Le souci, c'est que, par exemple, si je fais ça sur mon entreprise où j'ai, par exemple, imaginons que j'ai 20 000 collaborateurs, elle va s'entraîner sur
la mixité sociale de mon entreprise, sur l'égalité et où le ratio qu'il va y avoir entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Elle va s'entraîner de ça, elle peut justement avoir des dérives et les biais, parce que l'IA est entraînée sur les données et les dérives humaines. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui. D'ailleurs, au MIT, ils ont fait une étude, et quand ils envoient des CV dans de l'IA, elle est capable de comprendre, voir la photo des gens, et du coup se dire, mais dans l'entreprise aujourd'hui, voilà, les gens avec la peau claire, ben, il y en a 80%, la peau plus foncée 20%, donc implicitement, elle va vouloir recruter le même ratio, parce qu'elle est entraînée là-dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette partie vérification humaine et entraîner et mettre en place des processus qui vont vérifier en agrégeant plusieurs IA qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, on arrive à avoir avec des vector stores, dans des technologies où on va envoyer à de l'IA des documents qui vont faire des chunks. Donc un chunk, c'est un extrait thématique d'un document de 1000 pages, par exemple. Ils vont en faire plusieurs pour avoir des vecteurs, et ensuite s'assurer qu'il n'y a pas de dérive avec d'autres IA qui vont vérifier. Que ce soit des IA en local, type on va installer par exemple du Llama ou du Mistral AI, qui est une boîte française, d'ailleurs la seule IA solide en Europe, on va dire aujourd'hui, avec des beaux budgets qui arrivent, merci à notre gouvernement et à l'Europe également, parce qu'il faut y aller. Les Américains, la différence avec nous, c'est que leurs IA, elles sont clairement plus performantes. Par contre, eux, ils régulent moins. Ils créent les systèmes informatiques, ils les déploient, ils analysent la casse et ils régulent après. Nous, en France, on régule avant, ou en Europe, on régule, et après, on va aller essayer de mettre en place des choses. Donc, on ne va pas à la même vitesse. Voilà, on est une entreprise française, et l'entreprise cherche à avoir aujourd'hui de l'efficacité. D'ailleurs, sur la loi européenne concernant l'IA, les outils d'IA de recrutement sont classés dans le plus haut niveau de risque. Le plus haut risque aujourd'hui, c'est les logiciels de recrutement et de matching de compétences et compagnie. Parce que l'IA, elle peut avoir beaucoup de dérives. On parle d'hallucinations beaucoup, etc., etc. D'ailleurs, les dernières versions d'IA, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Deep Research. Deep Research, c'est l'IA d'OpenAI, en fait, qui est plus ou moins le modèle Orion 3, qui coûte à peu près 2000 € la requête. Quand on l'envoie au serveur d'OpenAI, il faut le savoir, avec l'arrivée de DeepSeek. Donc DeepSeek, pour rappel, c'est une IA chinoise qui a été déployée en open source et partout dans le monde il y a 15 jours. Et là, il y a une étude américaine qui montre le niveau, et je n'ai pour 30 secondes, parce que je parle beaucoup, après il faut que je me canalise. Je parle 10 secondes en disant ça, plus 5, ça fait 15. C'est sous contrôle. Sous contrôle, sinon j'ai des petits signes. En fait, il y a un indice pour mesurer le raisonnement humain. Aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, on est positionné à 89 points sur 100. Voilà. ChatGPT 4, son raisonnement, son illusion de raisonnement, parce qu'est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle ou de mémoire artificielle? Est-ce que l'IA génère du texte ou une suite de pixels? Est-ce qu'elle a une langue ou est-ce qu'elle n'a pas de langue? Plein de questions qu'on se pose, on a plus ou moins des réponses qui évoluent et des idées, mais ce que je veux dire, c'est que GPT-4, il avait 4 points sur 100 et l'humain 89, après 90. Ensuite, GPT O1 qu'on utilise, O1 Pro, O1, il avait 6, DeepSeek est arrivé, on est monté à 9. Et là, tout le monde a dit DeepSeek, c'est la folie, il est capable de raisonner. Et OpenAI a sorti, pour le grand public, si vous avez la version OpenAI Pro à 200 € par mois, avec un VPN aux États-Unis, vous avez un petit bouton qui apparaît qui s'appelle Deep Research, et lui, il fait le travail. Quand je dis il fait le travail, c'est qu'il fait le travail. On peut faire une étude d'impact, une étude de marché, il va aller parcourir Internet, prendre des documents, analyser, sortir des fichiers, les réanalyser, poser des questions, reposer des questions à l'utilisateur. Des fois, cette analyse, ce prompt dure 20, 30, 40, 50 minutes. Et on le voit en temps réel réfléchir. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Plaisir. Pour faire le pont avec la pédagogie, c'est-à-dire comment on prépare et les étudiants qui sont jeunes et qui sont les futurs managers et les moins jeunes qui sont dans des MBA exécutives à l'EDEC, Michel, quel programme pédagogique en fait aborde ces sujets que Guillaume vient de développer sur les risques? C'est une question qui est très importante et c'est quelque chose où on est en train de travailler sur l'acculturation et la sensibilisation de l'ensemble de nos étudiants, mais aussi de nos collaborateurs et collaboratrices. Même avant de parler de biais dans l'IA, je pense qu'il faut parler et que les personnes doivent prendre conscience de leur propre biais. Et c'est l'exemple classique, c'est que si on demande à tout le monde de fermer les yeux une minute et d'imaginer un astronaute, un avocat, un docteur. En français, c'est plus difficile parce que l'article, c'est masculin, mais en anglais, c'est an astronaut, a lawyer, a doctor. Et la plupart de nous vont imaginer un homme, et souvent un homme blanc. Et donc, déjà, en faisant cet exercice avant de poser la question sur les biais dans les machines, les personnes se rendent compte de leurs propres biais. Ensuite, on leur fait faire des exercices. Allez demander à votre ChatGPT ou autre LLM, créer une image d'un avocat ou créer une image d'un directeur d'un centre IA.
et puis ils voient quel est le résultat et on leur demande de questionner le système. Pourquoi vous m'avez fait une image d'un homme? Pourquoi vous m'avez fait une image d'une femme mais très jeune? Et ce qui est intéressant, c'est souvent ça répond, mais si vous voulez autre chose, je peux vous créer autre chose. Donc, c'est justement la preuve que le défaut est le défaut que nous avons nous-mêmes. Donc, déjà, une fois qu'on a pris conscience de nos propres biais, du fait qu'ils sont entrés dans les systèmes, prochaine étape, c'est de les éduquer sur les différents types de biais, donc notamment les données d'entraînement, les biais qu'ils peuvent avoir dans les algorithmes et aussi pas uniquement par les données, mais par les pondérations qu'on donne à certains critères, par aussi l'étiquetage des données qui sont utilisées pour entraîner. Et puis les biais dans la représentation, et ça c'est un enjeu fort pour tout le monde, la représentation des personnes qui sont en train de créer, développer, implémenter, concevoir et de tester ces modèles. Il y a très, très peu de diversité au sein de ces rôles-là et c'est quelque chose au niveau d'éducation qu'il faut qu'on encourage les personnes beaucoup plus diverses à rentrer dans ces champs. Merci Michel. On va pouvoir aborder un troisième thème qui est autour des défis éthiques et stratégiques pour les entreprises. Effectivement, il y a des bouleversements, il y a les questions qu'on va se poser, menaces et opportunités. Dominique, je m'adresse à toi. Quels sont les enjeux des DRH pour préserver le respect des réglementations en matière de diversité et d'inclusion? Alors, il y a deux sujets, la réglementation et les sujets de diversité et d'inclusion. Donc, diversité et inclusion, c'est à la fois tous les sujets qu'on connaît sur le genre, sur les races, sur les couleurs, voilà, qui sont sociétaux, profondément. Et puis, il y a aussi la diversité dans les équipes parce que les dirigeants, les managers ont besoin d'avoir la diversité de parcours, de compétences, de secteurs d'activité, la capacité justement à venir nourrir l'intelligence collective, l'innovation et accompagner les transformations des entreprises. Donc, il y a vraiment deux sujets. La réglementation, elle ne s'attache pas à la partie collective et business, elle s'attache effectivement aux enjeux sociétaux. Donc, il y en a deux principaux sur lesquels on peut s'appuyer, notamment la promotion des femmes à l'ère de la loi Rixin, donc les politiques de mixité. Et puis les accords, les enjeux sur l'emploi des seniors, donc qu'on a décidé nous d'arbitrer à 50 ans. Pourquoi? Parce que l'INSEE parle de 55 et puis les vieux accords de 2008 parlent de 45 ans. Donc la ménagère de 50 ans en marketing, elle a toujours 50 ans, donc on a décidé que c'était 50 ans. Donc les deux réglementations, c'est comment j'arrive avec l'IA, alors qu'on a parlé des biais, à ne pas oublier ces deux enjeux. Alors, il y a un premier sujet, c'est les datas. Les DRH n'ont pas toujours dans leurs équipes, ou n'ont pas toujours eu les moyens de s'équiper à la fois de systèmes d'information qui va aller cruncher de la data pour savoir déjà où on en est en termes de politique de la mixité et d'emploi des seniors. Bon, donc le premier enjeu, c'est un enjeu de s'équiper dans les fonctions RH des compétences qui vont être des compétences de gestion de projet, de direction des opérations, presque de data analyst aussi, donc d'aller dévier de cerveaux qui étaient habituellement humanistes, qu'on trouve avec le code du travail, plutôt du juridique, du développement RH, vers des cerveaux et des compétences plus orientées process, data, sans oublier l'humain. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est effectivement d'assurer la diversité des profils, parce que quand souvent on utilise l'IA en recrutement sur des gros volumes. Par exemple, 2000 € de commerciaux à embaucher régulièrement dans l'année. Donc, il faut cruncher du CV. Parce que quand vous avez 2000 postes à pourvoir dans une année, vous avez 10 000, 20 000, 30 000 CV qui vous arrivent. Donc, on voit bien que l'IA fait du sens. Sinon, ce sont des individus qui, toute la journée, vont aller lire des CV et de toute façon, à la fin, ils ne vont pas les lire mieux. Donc, d'une certaine façon, il y a une puissance dans l'IA qui va permettre quand même de ressortir très rapidement les compétences qui sont clés. Donc, quand on est sur du volume, l'IA fonctionne. La question, c'est quand je suis sur des compétences clés rares. Et parfois, je ne les ai pas dans mon secteur d'activité où ça n'arrive pas assez vite et je vais mettre 6 mois ou 9 mois à recruter. Donc, j'ai un vrai enjeu de dissocier en fait mon besoin et de le segmenter. Ce n'est pas un grand tout le recrutement, ce n'est pas un grand tout la diversité. Tout ça, c'est quels sont les métiers clés ou les compétences clés dont j'ai besoin dans mon organisation. À quel problème je dois répondre. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'IA n'est pas toujours la bonne solution et il faut faire attention quand on travaille avec sa direction de l'IT sur ce sujet. Le troisième sujet, c'est les biais. Je crois, alors j'aurais plein de sujets, mais comme j'ai 3 minutes, j'en ai choisi certains. Mais les biais, c'est essentiel. On vient de voir les biais en IA. Les biais humains continueront à durer.
Donc le seul gros intérêt de l'IA, c'est de faire émerger probablement des profils qu'on n'aurait peut-être pas vus à travers une photo, etc. Néanmoins, le biais humain est essentiel, on le voit, hein, puisque ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à cranter le sujet de la mixité. Les seniors, c'est pas comme si c'était aujourd'hui qu'on savait qu'on aurait tous un jour 65 ans. Donc c'est des sujets qui sont très anciens. Donc on a vraiment des biais de fonctionnement. Et donc la question dans les formations qu'on pourrait poser, tous ces enjeux-là, c'est comment aussi créer un cahier des charges de formation qui vienne non pas simplement traiter les biais de la technologie, mais continuer à aborder les biais humains. Et cette sensibilisation est essentielle. Merci Dominique. Guillaume, oui. Les managers sont-ils suffisamment formés pour comprendre et encadrer l'impact de l'IA au sein de leurs équipes? Il y a beaucoup de travail pour former. Il faut former ces gens. Il faut aussi les former contre une espèce de forme de fraude aujourd'hui qui existe. Par exemple, dans le métier du recrutement, c'est intéressant. On pourrait, par exemple, quelqu'un pourrait m'envoyer un CV, je sais pas, un magasinier pourrait m'envoyer un CV pour un poste je sais pas, de maître nageur, et l'IA va dire que ça marche pas, forcément. Et puis, il pourrait me renvoyer ce même CV qui n'a pas changé visuellement, et puis d'un coup, l'IA va dire « Ah, mais c'est parfait, c'est le poste idéal, c'est le candidat idéal pour ce poste ». Et quand on prend ce CV et qu'on le regarde, entre le premier CV et le deuxième CV qui passe dans la machine, il n'y a pas de changement graphique, ni visuel, ni textuel, c'est le même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, la personne en face a été maline, elle a pris son CV et elle a écrit un gros pâté en blanc, en petite police, en blanc sur blanc. Et elle a écrit des instructions en haut et en bas du CV. Donc en fait, visuellement, le CV n'a pas changé. Et on se retrouve avec un document dans lequel on a du texte écrit en blanc sur blanc. Et c'est là où c'est dangereux, parce que la partie documentation, aujourd'hui, on extrait le texte. Et donc forcément, l'IA, elle va être détournée de son usage. Et donc les gens ne sont pas formés à détecter ce genre de fraude potentielle, donc il faut des IA qui surveillent tout ça. Nous, ce qu'on fait quand on met en place de l'IA dans les entreprises, et je vais parler de la formation de suite après aussi, c'est qu'on va faire une photo par-dessus de ce CV pour capter avec l'OCR le texte qu'il y a à l'intérieur du CV et sortir l'essence du texte qui est vraiment écrit et pas ce qui aurait pu être fraudé. Et cette fraude, elle existe partout aujourd'hui, dans tous les documents. Donc on vérifie le poids, on vérifie les métadonnées, donc il y a une dimension technique. Nous, quand on implémente de l'IA aujourd'hui dans les entreprises, ça nous prend 3 mois. Mais dans la réalité, ça nous prendrait peut-être 10 jours pour mettre en œuvre des outils qu'on utilisait déjà. C'est 2 mois et demi à peu près, c'est la période de formation, d'adaptation. Sensibilisation des gens, leur expliquer d'où l'IA, qu'est-ce que ça va leur rapporter, comment ça va les aider au quotidien, et formation continue. Nous, on fait régulièrement des conférences, on a peut-être un tiers de gens qui sont très, très contents d'être ici, un tiers qui sont très curieux, voire inquiets, et un tiers qui sont en général réfractaires complètement. À l'issue de la réunion de sensibilisation, quand ils ont compris le potentiel et comment ils pouvaient se l'approprier, en général, les mains se lèvent et tout le monde veut participer au programme d'implémentation de l'IA. Donc la formation aujourd'hui et la formation continue. Nous, on a des programmes de formation sur Market Academy, parce que Market Academy de formation, où on se rend compte que ce qui est valable aujourd'hui est obsolète le mois prochain. Donc en fait, c'est des programmes réguliers. Donc il y a une formation de sensibilisation globale à faire au niveau des managers et au niveau des métiers, et également sur les métiers pour leur apprendre. Parce qu'en fait, l'IA ne va pas remplacer les gens. Les gens seront remplacés par ceux qui sauront utiliser l'IA. C'est ça qu'il faut se dire. Aujourd'hui, on va avoir des personnes qui seront augmentées. Et donc, ça permet, après, d'avancer régulièrement dans la formation continue, sachant que ça va très très vite. À mon avis, on n'est pas très loin de l'AGI. Vraiment, il faut vraiment se poser la question de, par exemple, moi le midi, il y a mon avatar qui m'envoie il s'appelle Victor, c'est un IA agent, il m'envoie un message, il me dit Guillaume, est-ce que tu as prévu de déjeuner à midi? Et je vois rien dans ton agenda, il est connecté à mon agenda. Je lui dis non, il me dit est-ce que tu vas aller manger les sushis avec Xavier qui est là dans la salle, avec Sandra qui est là dans la salle? Je dis volontiers. Mon avatar, je l'ai dans ma poche, si vous voulez, on peut appeler après, il a ma voix, il appelle le restaurant, il dit je réserve pour midi, il y a une conversation qui est faite. Derrière le modèle, c'est Gemini Flash qui fait une IA, avec ma voix qui a été modélisée par un modèle d'IA qui s'appelle Eleven Labs par exemple. Et donc il va prendre la réservation, m'envoie une texto, me dit voilà, parfait, 13h tu as réservé. Et quand j'arrive, la dame me dit, je l'ai dans la poche, si vous voulez on peut appeler. Ouais, parce que l'avatar pourrait vous dire aussi que ça va être le moment de s'arrêter. Il peut me dire ça aussi. Il peut me dire plein de choses cet avatar, mais il aura fait le travail à ma place. Il commande à manger, il utilise ma carte bancaire. C'est un assistant, il m'aide au quotidien dans des tâches comme ça. Voilà, donc la formation est importante. Incroyable. Merci Guillaume. Merci. Michel, comment les jeunes générations arrivent sur le marché aujourd'hui face à l'IA? Donc, je pense qu'ils arrivent avec beaucoup d'enthousiasme, avec les possibilités d'implémenter ce qu'ils ont appris au sein des entreprises. Il y a une difficulté d'abord, c'est l'arrivée à l'entreprise et justement les enjeux d'augmentation de nombre de CV. Les étudiants, ils font bon usage de IA pour bien tailoriser
leur CV pour l'offre auquel ils postulent. Il y en a même qui utilisent les robots pour faire un scraping des offres et pour faire de manière automatisée la taylorisation de leur CV. Et ceci, ça renvoie à un problème chez les entreprises aussi, où ils reçoivent beaucoup plus de candidatures qualifiées. Et la frustration chez les étudiants, c'est qu'ils commencent à être de plus en plus habitués à avoir un feedback personnalisé. Donc, ils sont très frustrés quand ils n'ont pas de réponse individualisée par rapport aux entreprises. Mais les entreprises, de leur côté, ils n'ont pas la capacité de faire cela. La semaine dernière, j'ai discuté avec la directrice mondiale de Digital Transformation and Talent Acquisition chez L'Oréal. Elle disait qu'ils reçoivent 1,3 million de candidatures par an. Donc, ils sont obligés à traiter ça avec les outils IA et à faire face aux fraudes, même en plus des fraudes sur le texte. Je viens de lire ce matin sur un logiciel qui est utilisé pour faire les entretiens des candidatures auprès des écoles en Angleterre. On commence à voir les fraudes de deepfake, entretien vidéo deepfake par rapport aux écoles. Donc, la technologie offre beaucoup de solutions. Les humains, malheureusement, ils font des détournements réguliers. Par contre, je pense que ce qui est une très belle opportunité au sein des entreprises avec les jeunes qui sont plus peut-être propices à utiliser, à exploiter les outils IA, ça sera des possibilités de mentorat bidirectionnel et multigénérationnel. Parce qu'en fait, les expertises des seniors est extrêmement importante parce qu'ils ont le recul et la possibilité de poser des bonnes questions et de situer, de replacer les réponses d'IA dans un contexte qui soit stratégique et aussi critique. Et donc, ce travail ensemble, je pense que c'est vraiment une belle opportunité au sein des entreprises. Merci Michel. Dominique, on va aborder le mot de la fin. Le mot de la fin à chacun, il nous reste aussi chacun en 2 minutes maximum pour qu'on puisse aussi peut-être vous laisser un peu d'espace si vous avez une ou deux questions que vous souhaitez ou débat que vous voulez partager sur finalement voilà, quelles sont les perspectives pour le futur de tout ce qu'on s'est dit, positives ou négatives, qui s'adressent à nous. Guillaume, si tu veux commencer. Alors, effectivement, on voit bien qu'on est dans la révolution de l'IA. Il y en a eu d'autres avant, les statistiques, avant l'automatisation. Si je me positionne en tant que dirigeant d'entreprise, je rencontre chaque semaine des nouvelles entreprises qui développent des modèles qui peuvent être intéressants pour notre activité, pour nos business models. Et c'est vrai qu'on est très vite tenté de foncer dessus. Et je dirais que si j'avais en tout cas une recommandation à donner ici, ce serait qu'il est urgent aussi d'être dans le calme, puisque ce qui peut fonctionner aujourd'hui ou ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui peut fonctionner du coup demain, et que cette révolution est en marche, mais que les choses sont aussi en train de se structurer, de se standardiser. Et donc moi je reste en veille, mais avec grande vigilance tout de même. Merci Guillaume. Michel, mot de la fin. Okay. Donc pour moi, je pense qu'on va sûrement être dans un monde très, très rapidement où on interagit de manière quotidienne et naturelle avec les IA dans nos missions quotidiennes et aussi dans le monde virtuel que physique. Donc évidemment, une grande formation à faire. Par contre, je pense qu'il est urgent qu'on met l'emphasis sur les connexions humaines. Parce que les humains, ils s'épanouissent quand ils sont en interaction avec d'autres humains. Donc, au sein des entreprises et au sein des écoles, il faut qu'on soit extrêmement vigilante et proactive dans la création des opportunités de faire ces connexions entre les humains. Peu de gens ont été inspirés par une machine. Par contre, on s'inspire les uns des autres. Donc, attention à cet aspect-là. Merci Michel. Guillaume, le mot de la fin. Mot de la fin, merci. C'est le mot de la fin, merci. Effectivement, les jeunes, il faut les aider aujourd'hui. Nous, on a l'IA qui arrive à un moment où on est prêt. Marc, ta fille a 21 ans, je suis content. Je préfère qu'elle ait 21 ans que 15 ans aujourd'hui parce que l'IA, elle aide tellement les gens que les gens ne réfléchissent plus.
Moi, l'IA, aujourd'hui, elle m'aide au quotidien parce que je sais réfléchir, elle m'aide à prendre des décisions rapidement, à m'éclairer. Je dialogue avec elle, elle ne me fait pas le travail, elle m'aide beaucoup, elle m'aide à gagner du temps. Quelqu'un qui est à l'école, moi je vois les élèves, on a fait une conférence dans une école internationale la semaine dernière, il y avait 500 élèves, 90% utilisent ChatGPT, il y a même des outils qui permettent de résumer les cours et de faire des fiches automatiques et poser 5 questions et c'est réglé. Dans la réalité, c'est qu'on va leur écrire, ils répondront bien, leur poser des questions, les appeler avec des IA, ils répondront bien. Préparer des discours, ils vont bien répondre. Par contre, quand on va les rencontrer vraiment physiquement et quand on va leur discuter avec eux, on se rend compte qu'ils n'ont pas de substance. Et c'est ces jeunes qu'il faut aider. Les seniors, les employés dans les entreprises aujourd'hui, le marché du travail, il faut les accompagner pour utiliser les outils. Mais les jeunes, il faut continuer à leur demander d'apprendre à apprendre. Ça, c'est super important. C'est mon mot de la fin, le seul que je vais vous donner. C'est il faut aider les jeunes à apprendre pour qu'après ils puissent continuer à s'épanouir. Sinon, on va avoir un âge où on va pas raisonner, mais le raisonnement va venir de plus en plus tard. Et la société va vraiment changer fondamentalement. Voilà, j'aimerais pas que mes enfants aujourd'hui aient 10 ou 15 ans. Quoi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Dominique, ton mot de la fin. Merci. Je vais reprendre un angle ressources humaines et rapport des salariés à l'entreprise. L'IA est un outil, donc c'est un accélérateur absolument innovant, mais en même temps, ça fait 10 ans, il y a déjà les premiers chatbots dans les entreprises, etc., qui existent. Hein. La grande différence que je vois, c'est le génératif, c'est-à-dire ça s'auto-alimente, et je pense que c'est un vrai accélérateur pour les salariés dans leur carrière pour plusieurs raisons. D'abord, quand on voit le paradoxe entre les jeunes, peut-être que vous avez des enfants qui cherchent leur alternance, qui ne trouvent pas. Puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui cherchent des alternants, puis qui ne les trouvent pas, alors qu'on est au cœur de la technologie aujourd'hui. Donc on voit bien que si l'IA est bien pensée par ceux qui la mettent à disposition, donc les entreprises sur leur site internet notamment, eh bien les candidats vont probablement être plus capables de connecter des besoins d'entreprise, première chose. Et à l'inverse, les jeunes doivent aussi apprendre avec des outils, avec YouTube, avec d'autres choses que simplement en auto-formation sur ChatGPT, doivent aussi apprendre à se vendre et à trouver les bons arguments pour rencontrer leur futur poste. Je reviens, et heureusement, ça a été dit 3 fois, les relations humaines. C'est-à-dire que le grand risque, en fait, notamment dans les grands groupes, c'est qu'on oublie de se parler. Pour plusieurs raisons qui existaient déjà, hein, les organisations matricielles, l'étranger, la distance, etc. Le télétravail aujourd'hui, l'après-Covid, on ne se parle plus. Le désengagement des collaborateurs, on ne se parle plus, on ne se regarde plus, il n'y a pas de feedback, donc on progresse un peu tout seul. Réapprendre à apprendre, et je crois que c'est à tout âge en fait. Réapprendre à apprendre, c'est pas qu'une histoire de jeune, c'est être jeune dans un poste ou jeune dans une génération ou jeune dans une époque. On peut être à 58 ans jeune dans l'époque d'après-Covid, parce qu'on a tous finalement 3 ans, si on regarde. Et donc face à cette situation qui est aujourd'hui, on est tous dans le même état. Et ça c'est fondamental pour à la fois dégenrer et aussi enlever les âges des têtes. Donc ça, c'est un élément fondamental. Les relations humaines dans les grands groupes, c'est un vrai problème. Les DRH, les directions des ressources humaines doivent absolument se réapproprier la capacité que leurs responsables locaux regardent les collaborateurs et les reconnaissent dans ce qu'ils sont. C'est pour ça que sinon on a trop de turnover. C'est pour ça qu'on a tant de risques psychosociaux dans les entreprises. Et le dernier sujet des relations humaines, c'est la force et la puissance des ETI, des PME, où on incarne, le dirigeant est incarné, comme j'aime bien dire, c'est un homme, c'est une femme, c'est une famille. Donc ça donne une proximité. Et en même temps, à ne pas trop vouloir investir dans les technologies, parce qu'on dit non mais c'est pas pour nous, on n'a pas d'obligation, on le fera après, c'est trop cher, etc. Les RH, on en oublie aussi la capacité à innover. Donc il y a ce paradoxe dans lequel on doit jouer en permanence entre l'innovation, la rapidité, le process, l'artificiel, et en même temps la relation humaine, l'authenticité, qui doit aussi bien dans les grands groupes et dans les plus petites entreprises se connecter de la même façon pour à la fois de la performance économique et de la performance sociale. Eh bien, merci en tout cas pour cet échange. J'espère que cela vous aura éclairé. Il nous reste peut-être 2-3 minutes. Si quelqu'un a une question, s'il y a une volonté, eh bien, il y en a. Alors, je vais aller donner le micro. I will speak in English, if that's fine. Yeah. I was wondering, how important do you think is to have an independency in terms of geopolitics when developing this kind of technologies between Europe, China, for example, and US?
Je pense que c'est un énorme enjeu, notamment le développement des systèmes incarne les valeurs de ceux qui les développent, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, je pense que l'Europe a un intérêt à aller plus vite, notamment dans le AI Summit. On a vu l'envie de faire cela dans la France. Peut-être vous pouvez en dire plus, Guillaume. Mais je pense qu'il faut avoir plusieurs solutions dans les différents gros blocs, les États-Unis, Chine, Europe. Et j'espère que la direction européenne, qui est plutôt orientée risque et le respect de l'humain, ne sera pas perdue dans les batailles Chine et les États-Unis. Réponse courte, Guillaume, pour qu'on puisse prendre la deuxième question, parce qu'il nous reste très peu de temps. Effectivement, moi, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois des boîtes comme Mistral AI, des petites startups jeunes aujourd'hui qui font de l'IA qui fonctionnent très très bien. Ça donne envie d'y croire, en tout cas. Voilà, il faut qu'il y en ait de plus en plus comme ça. Et je pense qu'on va y arriver. En tout cas, on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de budgets, plus de 100 milliards là, qui ont été validés. Donc c'est bien. Franchement, je sens bien les choses. Voilà, pas de souci. Merci beaucoup. On entend bien? Oui. Un grand merci pour cette perspective entre l'expérience d'un DRH de grand groupe qui véritablement, vous décrivez très très bien, me semble-t-il, tous les enjeux aujourd'hui de la DRH et des collaborateurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, et en même temps face à une personne qui a son avatar. Donc je ne sais pas si en même temps il y a quelqu'un qui est en train de vous représenter et prendre un repas quelque part ou finaliser une transaction bancaire, mais en tout cas, c'est assez passionnant de voir ce paradoxe que vous évoquez. Ma question, c'est la suivante. Comment vous voyez les challenges du manager de transition, moi-même ancien dirigeant de grand groupe, qui doit arriver dans une entreprise et résoudre un problème que vous évoquiez, trouver des solutions, quand beaucoup de jeunes, ou des plus jeunes, auront déjà justement intégré cette capacité d'utiliser l'intelligence artificielle, d'avoir mis en place des outils, alors que lui qui doit transmettre, il n'aura pas forcément cette capacité ou cette expérience. Alors, vous soulevez un vrai sujet sur le management de transition. C'est en fait un cadre dirigeant qui arrive dans une entreprise, il ne la connaît pas, on lui donne les clés pour résoudre un problème urgent qui peut être une transformation, un rachat, une cession, un relais, quand on a un titulaire qui n'est pas dans son poste, pour resituer le sujet. Moi, j'en vois deux. Alors, Guillaume aussi pourra évidemment répondre. Il y a deux sujets. Il y a comment un manager de transition qui est en permanence en train de changer de mission continue à être en auto-formation permanente. Donc, il y a une responsabilisation individuelle à se former. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils et d'autonomie pour le faire, mais j'ai ma responsabilité individuelle parce que mon asset personnel de directeur de projet, que je sois dirigeant, DAF, DRH, directeur de la supply chain ou responsable de la maintenance, je m'auto-forme demain. C'est plus l'entreprise qui va me nourrir. Donc, il y a un vrai enjeu d'auto-formation. Et le deuxième sujet, moi je crois qu'on ne peut pas opposer un manager de transition qui a plus de 50 ans et un jeune qui se forme. On l'a dit tout à l'heure, l'IA, c'est comment je l'utilise, mais on est au festival, je vous donne un autre exemple, on est au festival de Cannes. Donc le festival de Cannes, au mois de mai, ce sera le cinéma. L'animation se développe énormément dans le cinéma. Avant, c'était un scénariste qui pouvait écrire des images et dessiner et puis écrire son film à la main uniquement avec son imagination. Aujourd'hui, il fait la même chose, sauf qu'au bout de son bras, il a une IA. Mais s'il n'a pas eu toute son expertise, son expérience des scénarios dans sa vie, s'il n'a pas déjà fait des films d'animation, il ne sait pas bien guider l'IA. Il n'obtiendra pas le même résultat. Donc le jeune ou le moins jeune, encore une fois, je pense qu'il y a la seniorité dans le poste que j'occupe. Une fois, j'ai eu une jeune qui m'a dit « C'est quoi un senior ?» Elle avait 24 ans. Je lui ai dit, c'est toi dans 3 ans. Pour revenir sur le sujet des managers de transition, effectivement, ils ont leur propre responsabilité à s'auto-former, en tout cas s'approprier les codes d'aujourd'hui, dans cette volonté, en tout cas, d'être opérationnel et toujours dans cette logique d'agilité. Et nous-mêmes, en tant qu'entreprise de management de transition, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de notre réseau de managers de transition, à les alerter déjà sur la nécessité d'être constamment dans cette auto-formation, mais nous-mêmes d'être dans l'éveil et dans la transmission d'informations sur comment, en tout cas, s'ouvrir à ce monde. Et aujourd'hui, en tout cas, on constate que les managers de transition s'approprient aussi bien les outils pour être opérationnels tout de suite. Et l'appropriation ne se fait pas que chez les jeunes, mais en tout cas, ces profils très agiles, très opérationnels, dans la remise en question, expérimentés, sont en tout cas aujourd'hui sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous. Merci à Guillaume, à Michel, à Guillaume.
et à vous d'être venus. On aimerait bien continuer à débattre avec vous toute la matinée. Cette table ronde prend fin maintenant, mais on peut tout à fait continuer les débats sur les réseaux.